C'est bon là, Charlotte? Les participants sont en train de se connecter. D'accord. On va les accueillir alors, hein. Oui, bonjour aux premiers participants. Bonjour. On a 14 là. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va patienter 5 petites minutes le temps que tous les participants se connectent. Oui, on a en principe une cinquantaine, voire une 70 inscrits. Donc on va attendre un peu. Pour l'instant, ils sont pas tous là. Peut-être pas tous là. Est-ce que vous entendez bien? Vous pouvez écrire dans le chat si vous entendez bien, si les images sont claires, si vous voyez le slide, hein, dites-le dans le chat là. Alors, je vais essayer de voir qui est là parce que. Je vais vérifier. Donc on attend que tout le monde se connecte. Pour l'instant, vous êtes une vingtaine, je crois. Oui, on peut peut-être attendre jusqu'à 12h35. Oui. Parce qu'on a une centaine, 70 personnes, je crois. C'est ça, 75, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc apparemment, tout le monde entend bien pour le moment. Oui, parfait. Oui. Alors n'oubliez pas de poser vos questions, hein, comme dit Charlotte dans le chat. Si vous avez des questions, Charlotte va les suivre tout au long du webinaire et on les posera à la fin aux participants, Fadila, Lawrence et Sylvie, dans les derniers 10 minutes du webinaire. Tout le monde entend bien, donc. 32. Je pense que le temps que les participants retrouvent le lien du mail, Oui. après le temps qu'ils ouvrent le petit module GoToWebinar. Bon, de toute façon, on commencera bientôt. À 35, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Andrew? D'ici 3 minutes? Oui. On va donner juste un petit peu plus parce qu'il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. Oui. À midi, les gens reviennent de déjeuner ou ils repartent déjeuner, on ne sait pas trop. Pas repartent, partent. J'espère.
Ouais. Donc, on va peut-être commencer par parler un petit peu de Crosstalk, hein. Juste, Crosstalk Entreprise, c'est une série de webinaires gratuits que nous avons conçus avec Kangourou, hein. C'est le partenaire actuel pour Crosstalk. Et l'objectif est de répondre aux questions que se posent les acteurs de la formation linguistique. En général, on va réunir 3 acteurs différents du marché dans des entretiens débats sans parti pris. Contrairement à beaucoup de webinaires, on essaye d'avoir un petit peu, c'est pas vraiment des débats, hein, mais on essaye d'avoir un peu d'échange, de le rendre un peu plus vivant et de donner des différents points de vue plutôt qu'un seul, une présentation toute simple. Et les thèmes sont abordés parfois avec des questions un peu gênantes ou un peu qu'on peut considérer comme gênantes pour avoir un vrai contenu, pour répondre aux questions en fait que se posent réellement les gens. Chaque crosstalk va être centré sur un thème différent. Donc jusqu'à présent, les crosstalks ont surtout concerné l'évaluation linguistique, mais on va passer bientôt au blended learning, la formation à distance, le e-learning, la réforme, etc. Donc, on aura à chaque fois le même principe. Donc, ce sont des interviews croisées, des questions pertinentes, des confrontations de points de vue. L'objectif est de clarifier en 1h30 les enjeux de la formation linguistique aujourd'hui et les solutions qui peuvent exister pour vous. D'accord ? Donc voilà, je pense qu'on peut commencer, Charlotte. Oui. Alors, donc bonjour à tous pour ceux que nous n'avons pas salués encore. Donc moi, je vais juste vous présenter le déroulé rapidement du webinaire d'aujourd'hui, et ensuite Andrew vous fera une présentation du débat un petit peu plus poussée. Donc au départ, c'est Sylvie Kandabderrahim du cabinet Kangourou qui va intervenir. Donc elle parlera du métier de l'évaluation de manière plutôt générale. Ensuite, on aura Lawrence Good qui est donc Validation and Quality Coordinator à Explicit Level TEL, et donc qui nous présentera lui les tests synchrones à distance. Et finalement, il y aura une intervention de Fadila Harar qui nous parlera, elle, de l'évaluation asynchrone et de l'approche ETS de l'évaluation à l'oral et à l'écrit. Ensuite, il y aura des questions… Writing, oui. The speaking and writing, oui. The speaking and writing, donc évaluation de l'oral et de l'écrit. Ensuite, Andrew posera des questions aux intervenants, des questions générales, et après des questions un peu plus spécifiques pour chacun des intervenants. Donc l'idée, c'est là de débattre et de confronter un petit peu les points de vue. C'est l'idée du crosstalk. Et enfin, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire en les écrivant dans la section questions que vous avez sur votre tableau de bord. Donc, on va noter vos questions et on y répondra dans les 10 minutes à la fin du webinaire, les 10 minutes qui nous resteront. Voilà, donc Andrew, je pense que je vais te laisser la parole pour que tu présentes un peu plus le contenu du webinaire. D'accord. Donc, pour cadrer un petit peu, hein, avant 90, dans la formation professionnelle, les tests linguistiques et les référentiels de niveau étaient généralement conçus et réalisés par les écoles de langue. Ils testaient 4 compétences, reading, writing, speaking and listening. Et ils étaient généralement en fait payés par les entreprises. Mais avec la rationalisation des dispositifs dans les grandes entreprises qui a commencé dans les années 90, au milieu des années 90, il fallait tester beaucoup plus de personnes sur des périmètres géographiques beaucoup plus importants, avec des budgets restreints quand même, et une approche beaucoup plus homogène avec des résultats plus standardisés. Et donc, des outils différents sont arrivés sur le marché, en particulier, ou sont devenus beaucoup plus dominants, en particulier le référentiel européen, le CECRL, qui est le référentiel des niveaux européens,
qui donne un niveau global avec les 4 compétences linguistiques. Et donc, petit à petit, c'est devenu la référence. Avant ça, chaque école de langue avait son propre système de niveau. Ils étaient sur 10, sur 20, sur 5, sur 3, sur ABC, etc. Donc, c'était un peu la cacophonie. Quand les grandes entreprises essayaient de se comparer entre elles, ce qui se passait dans une filiale, dans une autre, c'était très compliqué. Avec ce système unique, ça marchait. Et en même temps, sont arrivés qui étaient, bon, ils étaient là depuis très longtemps, hein, mais les tests standardisés ont pris leur essor. C'est des tests qui ont été même validés scientifiquement, sur lesquels on a beaucoup travaillé. Les certificateurs ont mis beaucoup d'investissement là-dedans. Et compte tenu du coût, de la complexité logistique et de déploiement à très grande échelle et le temps requis par test, et même, on peut dire, la subjectivité perçue des résultats, les entreprises et les organismes ont souvent cantonné la partie standardisée de l'évaluation aux compétences réceptives, c'est-à-dire à l'écoute, la compréhension orale, et à la lecture, hein, donc la grammaire, etc. Donc on testait les gens, on établissait un niveau à partir de ces 2 critères-là. Pour évaluer la partie productive, l'expression orale et écrite, les écoles de langue ont continué à faire leurs propres tests en parallèle des tests standardisés. Donc, ces tests sont aujourd'hui généralement gratuits, réalisés par téléphone en quelques minutes, par des personnes qui ne sont pas toujours qualifiées pour tester ou qui n'ont pas fait une certification. Et donc, on a un résultat hybride, c'est-à-dire d'un côté, on a quelque chose de très étalonné, standardisé, pour les compétences réceptives, et pour les compétences productives, on a des tests un peu différents selon l'école, qui sont difficilement comparables entre elles. Donc, en fait, pour avoir une vision globale du niveau, on a un peu de mal à cause de ça, hein. C'est pas très évident de faire un niveau global. Donc, après, en 2015, il y a eu le CPF qui a changé la donne pas mal. Il a fallu, en fait, pour obtenir un financement, déployer des tests certifiés reconnus ayant une valeur pour l'employabilité, mais sans préciser les compétences à valider, en fait. Le CPF ne s'est pas occupé de ça du tout. Et donc, c'est le TOEIC et le BULATS qui ont naturellement, puisqu'ils ils sont les références sur le marché, qui ont dominé cette partie-là. Mais comme on avait besoin d'une part de tests certifiés rapides et peu chers, et d'autre part de valider les acquis réels des formations suivies, c'est-à-dire la partie orale, et qu'on n'avait pas tellement ça, ou que les gens n'avaient pas choisi ça, il y a quand même un changement depuis quelque temps. Beaucoup d'organismes à distance ont créé leurs propres tests oraux écrits, les ont fait certifier avec la CNCP, pour les faire valider par le CPF, pour les faire éligibles au CPF, et les proposer aujourd'hui au marché. Ils sont rapides, facilement déployables, alors que les tests en face à face ne l'étaient pas, et peuvent être déployés à grande échelle sur des lieux géographiques dispersés. Donc aujourd'hui, c'est dans le répertoire spécifique, ça s'appelle le répertoire spécifique, ça s'appelait avant l'inventaire. On a plus de 50 tests de langue qui sont éligibles au CPF. La plupart comprennent, ou une grande partie comprennent des tests de l'expression orale et écrite. Donc il y a 3 modèles en gros qu'on voit, et on va les voir un petit peu aujourd'hui. Des tests en face à face ou à distance synchrone, ça veut dire avec un examinateur ou avec un évaluateur qui est là avec la personne, soit par téléphone, soit en visio, soit en face à face dans une salle. Donc, on a des tests comme Leveltel, qu'on va voir aujourd'hui, le LILAT, le DCL, les examens de Cambridge, le BREST, etc. Le BEST online. Ensuite, on a des tests réalisés en asynchrone, mais corrigés par un évaluateur humain. Donc là, c'est plus le TOEIC, BULATS, LinguaSkill, Piplet, etc.
Et puis, le troisième modèle, c'est les tests automatisés sans intervention humaine qui arrivent. Donc, c'est là où on parle d'intelligence artificielle. On commence à voir ces tests apparaître pour les compétences productives, donc pour le writing, pour l'écrit, et pour l'oral même. Donc, c'est intéressant, un peu étonnant, qu'on puisse en fait évaluer les compétences d'expression automatiquement, mais c'est en train d'arriver. Donc, on va voir, aujourd'hui, ça va être un des thèmes principaux de ce webinaire. Les questions sont: quelle est la valeur de tous ces différents tests? Quelle garantie offre-t-il en termes de fiabilité? Comment sont formés et encadrés les évaluateurs? Faut-il tester toutes les compétences ou peut-on se satisfaire de ne tester qu'une ou deux? Et quel sera l'impact de la réforme de formation sur les certifications linguistiques? Donc ça, c'est une question très importante parce que les budgets ont changé. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Quelles sont les demandes les plus importantes des clients aujourd'hui concernant l'évaluation? Donc, on va poser cette question aussi aux praticiens. Et en dernier, les logiciels d'évaluation fondés sur l'intelligence artificielle vont-ils remplacer à terme les évaluateurs humains? Donc ça, c'est une question que tout le monde se pose dans beaucoup de métiers en fait, mais dans la formation linguistique, c'est particulièrement prégnant en ce moment. Donc pour répondre à ces questions, on a Sylvie du cabinet de conseil Kangourou qui est spécialisée dans l'évaluation en particulier, Lawrence Good qui est pédagogue, qui est co-concepteur des tests Level Tel, Bliss et 5 Star. Il va nous expliquer ce que c'est parce que Laurence, c'est des beaux noms, on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière. Et puis Fadila Harar de ETS Global qui connaît très bien les tests de speaking and writing et qui va nous faire un topo là-dessus, qui va nous expliquer un petit peu ces choses-là. Donc, on va commencer avec Sylvie. Sylvie, donc, merci beaucoup d'être là. Et puis, je te passe la parole. Hein. D'accord. Bonjour à tous. Brièvement, oui, le cabinet Kangourou, en fait, utilise pour ses activités, on fait des tests, puisque nous avons deux champs d'action vers les entreprises qui est soit du recrutement, soit des créations de référentiels métiers, soit des cartographies de niveau et aussi beaucoup d'audits linguistiques pré- et post-formation. Donc, je dirais que l'évaluation, c'est dans notre ADN et je rebondis sur ce que dit Andrew. Dans les années 90, moi, je suis une pédagogue, professeure d'anglais d'origine. Je me suis interrogée, j'ai commencé à faire mes propres tests en travaillant sur l'audit. Et c'est vrai que j'étais quand même ravie qu'une échelle, le CECRL, arrive sur le marché pour qu'effectivement on puisse évaluer, me convient pas très bien, mais en tous les cas, positionner au mieux les compétences des candidats, soit en vue de créer des plans, des formations qui soient bien positionnés en amont. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est en aval pour les entreprises qui nous le demandent, notamment dans le cadre de nos audits, de pouvoir utiliser des choses qui se comparent d'elles-mêmes. Donc, nous avons utilisé, j'ai décidé d'utiliser des professionnels de la certification. Il y avait ETS, il y avait Cambridge, et puis le Bright aussi. Donc voilà, je crois qu'on est tous représentés là actuellement, ce sont des professionnels de la standardisation qui ont fait un vrai travail d'étalonnage. Donc l'étalonnage, il sert à quoi? Bien positionner les compétences des personnes, ce qu'ils savent faire, toujours dans une perspective positive, ça c'est important. Et on s'est rendu compte aussi au fil du temps que les nouvelles technologies arrivaient. On a eu effectivement les tests reading and listening qui se sont vite standardisés et aussi ont bénéficié de nouvelles technologies avec les tests adaptatifs faisables sur ordinateur, ce que fait maintenant aussi ETS. Donc il y avait ce côté quand même bien. Je voudrais revenir et puis nous on voit ici des gens aussi venir parce qu'on est centre d'examen. Donc, on voit tout type de personnes. Donc, évidemment, pour nos clients, organismes de formation ou entreprises qui viennent valider leur CPF.
Effectivement, on a, alors j'aime pas trop ce terme, la CNP n'est pas un certificateur, mais a décidé de référencer un certain nombre de tests. Et je pense que le caractère certifiant, en tous les cas, n'a pas toujours été la motivation. Un certifiant, ça veut dire que, par exemple, nos élèves ingénieurs qui viennent passer leur test ici, TOEIC, BULATS, il y a le tampon, il y a une surveillance, il y a une préparation, il y a la garantie que effectivement le candidat sera bien positionné. Donc ça, c'est vraiment dans notre ADN et je me suis rendu compte aussi dans les années 90 qu'un prof n'était pas un certificateur. Donc j'ai appris ce métier grâce aux formations pour que je devienne moi-même et mes équipes certificateurs. Donc c'est vrai que nous avons utilisé les formations dispensées par Cambridge Assessment, l'université de Cambridge, puisque nous sommes ici, par exemple, examinatrices ou examinateurs pour les diplômes Cambridge, pour les diplômes BULATS. Donc, on fait ces formations, et même en français pour le TEF, apportent beaucoup puisqu'elles nous montrent que, eh bien, c'est très difficile sur les compétences réceptives et même les compétences, et surtout les compétences productives, expression orale, expression écrite, eh bien, que tout le monde positionne de façon égale et être, pour les compétences en général de reading and listening, que les concepteurs de ces exercices étalonnent bien aussi les exercices sur l'échelle pour que le rendu du résultat soit cohérent avec les capacités du candidat. Dans nos audits, ce que j'ai remarqué, c'est que nous, depuis 4 ans, même un peu plus pour la Société Générale ou Euroclear, on utilise essentiellement le speaking et le writing. J'avais toujours complété mes tests reading and listening par la partie speaking. Et là, en fait, je me suis rendu compte que le besoin, quand même, c'était de parler, écrire, et c'était des compétences qu'il fallait souvent vérifier parce qu'elles n'étaient pas toujours cohérentes avec les résultats obtenus par le reading and listening. Alors, ce métier de certificateur impose notamment d'être recertifié tous les ans, tous les 2 ans, ce qui nous permet en tous les cas d'être toujours un petit peu calé parce que c'est pas évident. On a un certain nombre de descripteurs à évaluer. J'appelle ça un scanner multidirectionnel. Ce qu'on appelle les descripteurs de performance. Alors, bon, à titre d'exemple, pour le speaking, il y a bien sûr le traditionnel lexique, grammaire, la prononciation, mais aussi ce qu'on appelle le discourse management, l'organisation du discours, l'impact du discours sur la personne qui écoute, et puis la partie interactive. Alors, dans le meilleur des cas, pour les diplômes, que ce soit le DCL, le CLES, les diplômes Cambridge, on est 2 examinateurs et on a 2 candidats en face de soi, ce qui permet effectivement cette partie interactive et on peut l'évaluer, la juger, voir la pertinence des arguments, comment ils réagissent, etc. Pour la partie test, effectivement, on a un examinateur. Il peut y avoir une réécoute. Avant, pour le BULATS, il y avait une réécoute. Et ça, c'était important. Et c'est toujours, donc on doit vraiment sur le speaking avoir ces 5 critères et puis après donner une note globale. De même, le writing, il faut l'interactivité, l'interaction, elle est importante, c'est l'impact de ce que l'on écrit sur le lecteur. Donc là, on va juger bien toujours les traditionnels lexiques, grammaire, mais aussi ce qu'on appelle l'organisation du discours. Est-ce que la grammaire est utilisée de façon appropriée? Et puis, est-ce que la personne a bien compris la tâche? Donc, pour moi, ces compétences réceptives sont absolument primordiales et me semblent en tous les cas tout à fait synchrones avec les besoins en formation. Parce qu'en cours, souvent, bien sûr, on travaille la compréhension orale, la compréhension écrite, mais quand même amener les gens à parler et à bien écrire avec effectivement l'utilisation de mails, de chat, etc. de plus en plus au travail. L'internationalisation, c'est vraiment un besoin très important. Voilà, je crois que j'ai essayé de vous donner un petit peu mon métier, le métier de nos équipes, qui nous permet aussi, et ça c'est très important, de s'échapper aussi du standard, c'est-à-dire que il faut aussi pouvoir avoir cette connaissance pour concevoir des tests nous-mêmes. Nous concevons par exemple des tests pour les organismes de formation qui ont besoin d'un test de positionnement qui soit fiable. Et puis aussi pour le recrutement, où là on est obligé d'adapter. Le fait qu'on sache
positionner qu'on ait ce métier nous permet de concevoir des tests sur mesure avec une grande fiabilité. Enfin, une grande fiabilité. Encore une fois, la fiabilité d'un test ou d'un diplôme, elle dépend de plein de facteurs. On doit éliminer les différentes évaluations, effectivement, des évaluateurs par une bonne solide formation, une connaissance de l'échelle et du positionnement. Mais aussi un candidat, c'est un candidat à un instant T, qui peut être plus ou moins en forme, très stressé. On appelle ça aussi les effets washback, qui peut être moins performant. Donc, il y a toute cette partie, l'expérience candidat, bien accueillir les gens, c'est très important aussi pour nous, parce que l'expérience candidat, elle doit les amener à être bien connaître ce qu'ils vont faire, tous les exercices, bien les mettre en condition, bien les accueillir, ça c'est important. Et puis ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est, et ça on en parlera plus tard, c'est les évolutions futures. On entend de plus en plus parler de collaboration entre les organismes de tests, je pense à Cambridge Assessment, et des universités, des pôles qui travaillent sur l'intelligence artificielle appliquée à la linguistique et à la langue. Et donc, on voit effectivement des choses arriver. Ça, je vous en dirai un petit peu plus, je pourrais en parler un petit peu plus longtemps parce que je connais bien l'approche sur le writing qui existe maintenant avec LinguaSkill qui va remplacer le BULATS. Je pense que ça va toucher d'autres tests. Après, tout est une question de travail professionnel derrière. Je pense qu'on est tous ici, vous avez affaire à des gens professionnels du métier, de l'étalonnage, etc., donc qui possèdent une certaine fiabilité. Et ce sera intéressant de voir comment aussi on va vers ces perspectives-là. Un petit peu parfois à regret. C'est vrai que je pense que c'est bien aussi d'avoir ce contact humain pour le candidat. Donc, on peut s'interroger sur les effets de l'environnement du test, de l'expérience candidat face à des tests qui vont être finalement enregistrés ou je porte par la compréhension pour l'expression orale, hein, de ne plus avoir d'examinateur en face. C'est déjà le cas sur les tests qui sont enregistrés et corrigés de façon asynchrone. Hein. Ce qui est le cas, je crois, pour ETS, pour le BULATS, et pour l'Evotel, on est en synchrone, on est encore en contact, même si c'est par téléphone, on a quand même ce contact. Donc voilà, plein de choses arrivent, il va y avoir de grands débats là-dessus. Voilà, je pense que j'ai à peu près planté en tous les cas le décor. Et encore une fois, avec un positionnement très ouvert sur les tests, dans la mesure où ils sont fiables. Je regarde vraiment comment est fait la standardisation de chacun des tests que nous utilisons. Et nous sommes très attachés à former nos équipes à un process pour être certificateurs, soit en anglais, soit en français, soit dans d'autres langues, hein, à travers des organismes dont c'est le métier qui propose ces formations et qui nous impose aussi d'être certifiés tous les ans, voire tous les 2 ans. Voilà. J'espère que vous... J'entends plus rien. Voilà. Donc, voilà. Allô? Vous m'entendez là? Alors, moi, je ne vous vois plus. Oui, donc je vais remettre mon webcam. Je pense qu'il faut que vous remettiez vos webcams. Voilà. Tu m'entends bien? C'est bon? Moi, je vous entends très bien. Ok, parfait. Donc, je ne vois que toi. Deux questions très rapides. Oui. Premièrement, est-ce que parce que c'est une chose concrètement dans un test, est-ce que c'est une série de questions en général ou est-ce que parce que dans certains tests, on voit qu'on fait des jeux de rôle, hein, je pense notamment. Oui, c'est toujours, voilà. Alors, tu as raison de rappeler les scénarios de test. On va chercher à connaître les compétences du candidat dans différentes situations. Il ne faut pas que ce soit simplement un jeu de l'examinateur pose des questions, puisque finalement, on pourra évaluer que la capacité de la personne à répondre à des questions. Or, dans la vie, on pose aussi des questions. Donc, en général, il y a une deuxième partie où on a des supports qui sont adaptés, ça peut être une documentation, etc., où là, c'est plutôt le candidat qui va être amené à rechercher des informations, donc à poser des questions. Et souvent, on a une troisième partie de scénario, et il est très important, celui-là, c'est effectivement le jeu de rôle. Dans un contexte, en général, on donne toujours, enfin, en tous les cas, pour Cambridge, je connais moins, je ne suis pas certificatrice sur ETS, mais je connais moins les scénarios de l'Evotel ils en parleront. Mais il y a toujours cette partie jeu de rôle où il y a toujours un choix, une mise en situation. Je parle des tests, hein. Et là, effectivement,
l'examinateur n'est plus examinateur et on va tester la personne. Sur les tests de français, par exemple, cette deuxième partie, c'est dans un contexte informel. On est amis, on se connaît, etc. Sur les diplômes Cambridge ou les examens Boulat, on va sur du domaine professionnel, etc., sur des contextes plutôt formels. Mais il est important aussi que chaque évaluateur, dans les process d'évaluation, on ait les mêmes cadres. C'est-à-dire qu'il faut que ce rythme-là, il faut qu'il y ait une justice pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un test oral, juste évalué comme ça, c'est des discussions, etc. Mais il faut que les gens aient les mêmes chances et les mêmes critères. On est quand même sur des choses aussi subjectives. L'évaluation orale, il ne faut pas qu'elle soit subjective. Il faut vraiment positionner tout le monde de façon égale avec les mêmes chances. Merci Sylvie. Donc, bon, on va passer maintenant à Laurence Good. OK. Laurence, tu es là? Hello? Laurence, est-ce que tu peux activer ta caméra? On l'a perdu. Non, il était là tout à l'heure. Ouais, il doit pas être loin. Ah. Il est là. Il est là, je le vois. Bonjour Laurence. Hello? Ok, ça va, vous me voyez? Oui, oui. Je suis désolé, vous avez vu peut-être qu'à un moment donné, je suis arrivé, je suis reparti parce qu'on avait, bien sûr, ça arrive à tout le monde et c'est un des problèmes, n'est-ce pas, de la numérisation de nos jours. Ça ne marche pas toujours. Donc, du coup, je suis désolé, Sylvie, j'ai perdu un petit peu les questions-réponses avec ce qui était fort intéressant dans votre présentation, mais j'ai perdu un petit peu le fil de vos questionnements et vos réponses aux questions d'Andrew. Donc, je m'en excuse si j'en fais pas une référence directe à vos réponses. Alors, Andrew, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, donc, simplement, premièrement, c'est quoi ces trois tests dont qui sont dans le titre de ton slide? Je pense que Charlotte, faudrait changer le slide là. Donc, on voit Level Tel, hein, on voit Bliss et on voit 5 Star. Est-ce que rapidement, tu peux d'abord nous expliquer ce que sont ces trois titres? Voilà. Merci beaucoup. Mais d'abord, je suis ravi d'être là et parler un petit peu de Level Tel. Vous voyez, on a même amené notre étendard pour vous le montrer. Mais c'est vrai qu'il faut commencer déjà par une précision. Qu'est-ce que c'est Level Tel? Qu'est-ce que c'est Bliss? Et qu'est-ce que c'est 5 Star? Et un peu à l'image de ce que Sylvie nous a raconté de façon très convaincante sur la nécessité d'avoir des tests complets des 5 compétences, nous sommes en toute modestie avec Level Tel, nous testons que 3 de ces compétences, c'est-à-dire qu'on est dans la production, hein, c'est-à-dire dans l'expression orale, bien sûr la compréhension orale, et aussi sur l'interaction. Nous ne sommes pas du tout, mais bien sûr, sur ce que testent les listening et reading skills classiques sur le marché. Donc, Level Tel, c'est les 3 compétences. Bliss, c'est une collaboration très heureuse avec Bright. Il y a quelques années, nous sommes échangés, nous nous sommes croisés, nous avons reconnu des complémentarités et nous avons cherché à définir ensemble un test qui s'appelle Bliss, qui, pour le coup, fait les 4 compétences, c'est-à-dire, on peut dire même les 5, puisqu'il s'agit, pour Bright, la partie donc de connaissances passives, on peut appeler ça, les tests de compréhension et de lecture écrite. Alors, donc, un Bliss est un Level Tel et un Bright ensemble, et avec l'avancement des possibilités numériques de nos jours, il est possible de lisser les 2 tests dans une chronologie très rapide, très efficace et déployable rapidement. Mais non content d'aller sur ces terrains-là, il nous semblait qu'il nous manquait quand même un élément, c'est-à-dire, vous l'avez bien vu, l'expression écrite. Et donc, nous avons formulé l'année dernière, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, le fameux 5 Star, excusez-nous peut-être pour l'anglicisme, mais en tout cas les 5 étoiles, qui est justement le complément d'un test écrit. Donc, nous avons là vraiment la test écrite qui complémente le Bliss. Donc, ça, c'est pour le côté introduction sur ce que c'est un Level Tel. Bliss, et Dieu merci à Kathleen Mahoney pour le complément de Bliss et de 5 Star. Voilà.
D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus ce que c'est Leveltel, comment ça marche, la méthodologie, la fiabilité et finalement le métier d'évaluateur, parce que bon, on sait que Sylvie nous a expliqué un petit peu comment on fait avec les tests standardisés. Il y a un étalonnage, il y a 2 testeurs, il y a toute une série de procédures. Comment ça se passe chez Leveltel? Comment vous garantissez en fait la fiabilité de vos tests? Premièrement, quelle est l'approche? Je pense que c'est situationnel pour vous, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Très simplement, Leveltel, pour commencer, est un test où une évaluatrice ou un évaluateur appelle, donc quand je dis appel, ça peut être sur téléphone, mais ça peut être aussi en webcam. En tout cas, pendant 25 minutes, une évaluation à l'oral à partir du contexte professionnel du candidat. Donc, on va partir assez rapidement au bout de 5 minutes. Il y a une espèce d'entonnoir où on définit assez rapidement les grandes familles, on va dire, d'évaluation de son niveau. Et après, on va, comme un entonnoir, aller vers le goulot et on va, à travers l'échange qui va s'en suivre, peaufiner, faire finesse et préciser justement l'évaluation. Le test est, puisqu'il est déployable rapidement, parce qu'on peut appeler, il est assez flexible, même très flexible, puisque nous avons 80 formateurs et formatrices à travers le monde, donc on présente une large champ de possibilités de réservation. Donc il est principalement un outil opérationnel dans les 2 sens du terme, opérationnel parce qu'il est conçu pour être utilisé efficacement dans la nécessité de déployer rapidement des tests à grande échelle. Encore une fois, en toute modestie, Leveltel est voué à un test à l'oral. Ce n'est pas du tout un test, bien sûr, de compréhension à l'écrit. Et ensuite, à travers l'échange qui est tout à fait bienveillant, à préciser, Sylvie avait parlé de l'expérience du candidat, c'est très important pour nous. Des fois, on parle du fait qu'on mesure le sourire, en fait, la capacité de sourire dans une deuxième langue. Nous avons 5 langues, dont l'anglais, bien sûr, domine largement le marché, mais n'est pas le seul. On a aussi l'italien, le français, l'espagnol et l'allemand aussi qu'on peut mesurer et peut évaluer. Et à travers un test de bienveillance, on va dire, dans lequel on suscite, on encourage de façon bienveillante la personne de dépasser un petit peu ses hantises, ses craintes et ses réticences par rapport à un test, somme toute assez difficile en ligne, ça peut en tout cas les rassurer. On est capable, puisque nous sommes quand même un organisme de formation à la base, explicite étant un OF depuis plus de 25 ans maintenant, nous sommes à la base aussi un organisme qui dispense des formations. Donc, au départ, peut-être un peu d'histoire sur le test lui-même. Au début, en fait, le test a été conçu pour nous-mêmes pendant des années, depuis nos débuts en 92. Mais en 2004, on prend un virage parce qu'il nous a été demandé par des cabinets de recrutement et des agences d'intérim de leur en fait de fournir un test qui pourrait marcher pour justement un besoin opérationnel sur le marché, quelqu'un qui doit valider ses compétences linguistiques dans un domaine donné. Donc nous avons donc pris ce virage, mais encore une fois, on va dire ça, on se contentait de ça. Ce n'est que récemment, depuis à peu près 5 ans, que Leveltel, on va dire, nous avons eu l'ambition d'amener de fournir ce test un peu plus largement en dehors de nos tests, nos formations à nous. Donc, du coup, aujourd'hui, vous pouvez, en tant que OF, organisme de formation, nous sommes certifiés, excusez-moi, j'ai bien compris la nuance, Sylvie, nous sommes en tout cas reconnus pour le CPF et nous sommes certifiés en tant que test d'évaluation pour tout ce qui est financement en CPF. Donc, ça, c'est très bien. Le CNFCP, bien sûr, pareil. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à la qualité de nos évaluateurs, parce que la fiabilité, pour revenir là-dessus. Une question. Oui. Laurence, lorsque en fait vous faites un test Leveltel,
C'est basé sur quoi? Quel est le c'est une série de questions, qui deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure. C'est des scénarios de jeux de rôle. Comment est-ce que vous évaluez les personnes? Quelle approche? Le protocole, puisque bien sûr on est 80 évaluateurs à travers le monde, le protocole est assez strict au début, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions d'ordre presque administratif, après des questions d'ordre professionnel. On se présente brièvement, de façon concise, et ensuite, effectivement, j'ai parlé d'entonnoir tout à l'heure, les questions se précisent par rapport au gré de l'échange. Et l'adaptabilité, on va dire, du test, c'est justement consiste que le test peut partir, enfin, l'évaluation peut partir dans un sens donné par la curiosité à la fois du candidat, mais aussi la curiosité de l'évaluatrice. Donc, il est assez large et un peu à l'image des tests que tout organisme de formation fait quand justement ils dispensent leur propre test. On peut partir ensuite dans un jeu de rôle où on demande à un participant, un candidat dans ce cas-là, un candidat de par exemple présenter à quelqu'un qui doit le remplacer à un moment donné, le pied levé dans son lieu de travail, ou ça peut être simplement un questionnement. Ça s'est fait de manière spontanée? Oui, disons que oui, tout à fait. L'examinateur peut inventer un jeu de rôle quand il veut. Oui, il y a des jeux de rôle, on va dire, selon le niveau, il y a des jeux de rôle moins connus qui permettent, bien sûr, dans le protocole, de laisser le choix à l'évaluateur, l'évaluatrice, de décider dans quelle direction il veut aller. Quand il s'agit de renforcer et de conforter quelqu'un, de montrer ce qu'il est capable de faire, on va aller dans le sens bien sûr de celui qui est évalué, mais on va aussi par moment, et ça c'est dans le protocole, on va le mettre à l'épreuve. Donc par exemple, en compréhension à l'oral, on va accélérer le pas. Ou bien sûr, on va tout d'un coup peut-être prendre en contre-pied une question qui vient en dehors de son, on va dire, de son sujet. Ou bien tout simplement, à un moment donné, puisqu'on cherche l'interactivité, on va chercher à dire quelque chose qui est incompréhensible pour voir de quelle manière le candidat rebondit et il est capable de s'affirmer, de prendre de valider sa compréhension, puisque nous estimons que ce qui manque beaucoup dans les tests, c'est sa capacité, cette espèce de reformulation, de rebondir et de dire excusez-moi, je n'ai pas compris, et de en quelque sorte inclure l'interlocuteur dans justement. Laurence, si j'étais un examinateur Leveltel, là, par exemple, je pourrais dire simplement, par exemple, je pourrais vous dire gobbledygook. Oui, tout à fait. Hein? Enfin, disons, à un moment donné, je pense qu'il faut le dire un peu plus dans le courant parce que ça va interpeller un peu trop. Mais disons que dans l'idée, le fait de tester sa capacité de reconnaître et exprimer son incompréhension fait partie des compétences qu'on teste. Donc, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, est-ce qu'il a laissé passer? Est-ce que pour lui, il a dit bon, ça je comprends pas, je vais pas aller chercher, je vais pas aller à la pêche de ce moment, on va dire anaphorique où j'ai rien compris, ou est-ce qu'il est capable de rebondir et dire bah, écoutez, excusez-moi, vous avez dit quelque chose. Et de toute façon, on est bien clair qu'à partir du moment où quelqu'un est capable de rebondir et impliquer son interlocuteur dans sa compréhension, on est dans l'interaction, et l'interaction, c'est quelque chose qui est évalué en même temps que les autres éléments. Nous avons 5 éléments sur lesquels on évalue sur une grille très précise dans son entonnoir que je vous ai décrit tout à l'heure. Et en fait, une fois qu'on a décidé dans les grandes familles, par exemple, cette personne est semi-opérationnelle, c'est un de nos termes. Après, suite à justement sa capacité de montrer que comme malgré un niveau peut-être assez modeste au niveau passif, il montre de l'entrain, de l'enthousiasme, de l'envie de comprendre, ça c'est pris en compte dans l'évaluation. Ce qui est rendre le test pour nous très opérationnel quand il s'agit par exemple d'une prise de position ou une validation de compétences dans un poste donné. Donc c'est pour ça que ce test a été plébiscité au départ par des organismes de recrutement et d'agences de travail temporaire, parce qu'il fallait une validation
d'une personne à un moment donné dans un poste. C'est pour ça que, si vous voulez, on n'est pas venu en faire un test parce qu'il y avait l'occasion d'en faire, c'est que on a toujours fait des tests et nos propres tests à l'oral ont évolué au fur et à mesure depuis 25 ans et nous sommes arrivés aujourd'hui sur le marché en fait avec un test qui est… Bon, Laurence, on arrive… Oui. Pardon. Oui, on arrive à la fin de votre intervention, ça va être bientôt pour Fadila. Juste un dernier truc, je voudrais savoir pour les examinateurs, les formateurs, parce que ça c'est une question que beaucoup de gens se posent. Comment faites-vous, parce qu'ils sont étalonnés, ils sont certifiés dans les organismes qui font des tests standardisés, comment faites-vous pour être sûr que les évaluateurs évaluent toujours de la même façon, sont benchmarkés, sont vérifiés les uns par rapport aux autres. Comment vous les formez, en fait? Mais rapidement, si on peut dire ça. Oui, rapidement, pour être concis. Nous sommes d'abord un organisme depuis 25 ans de formation. Tous nos formateurs sont éligibles pour devenir évaluateurs. Un évaluateur est choisi à partir du moment où il a déjà fait un certain nombre d'heures avec nous par téléphone en tant que formatrice ou formateur. À partir de ce moment-là, il y a tout un protocole de recrutement qui passe par une période d'observation, de tests et d'étalonnage que vous avez expliqué. Et de toute façon, en tant que formateur, à l'issue de chaque séance de formation, bien avant que cette personne devienne un évaluateur, il a dû ou elle a dû évaluer le niveau sur notre échelle, qui est tout à fait calée, bien sûr, avec le CRS-CRL. Donc, en fait, déjà, avant notre protocole de recrutement pour on va dire, le suivi et la qualité et fiabilité des tests et surtout le lissage l'objectivité des 80 évaluateurs, nous avons déjà cette expérience, c'est vécu, si vous voulez. Une fois qu'on a fait ça, il y a bien sûr le recrutement proprement dit et le suivi de chacun des évaluateurs. Il y a des ateliers, il y a bien sûr la phase de recrutement qui comprend de l'observation, suivie par un période aussi de retour sur l'expérience avec les encadreurs, avec l'équipe de coordination. Et ensuite, il y a mensuellement, nous avons des ateliers en petits groupes restreints où les évaluateurs se regroupent autour d'un thème qui a été relevé comme étant problématique. Donc, il y a un encadrement. Ok, voilà. On va passer maintenant à Fadila, puisque c'est l'heure. Merci beaucoup, Laurence, pour cette explication. Et maintenant, on va entendre un petit peu comment ça se passe au niveau du TS, qui, bon, on les présente plus. Le TOEIC, le TOEFL, etc. Ils ont une expérience très approfondie dans tout ça. Donc, je suis intéressé pour savoir un peu comment ils voient les choses et pourquoi ils ont choisi le modèle de test qu'ils font aujourd'hui avec le speaking and writing. Donc, voilà, Fadila, je te laisse la parole. Merci Andrew, bonjour à tous. Donc Fadila Rare, je suis Sales Manager chez ETS Global. Donc effectivement, on nous connaît, mais je vais quand même dire quelques mots avant de passer sur le test de TOEIC Speak and Writing sur ETS Global et ETS. Donc ETS Global est la filière d'ETS, la filiale pardon d'ETS qui distribue sur tous les continents, sauf le continent Amérique, tous les tests et solutions qui sont développés par notre maison mère ETS. Donc ETS sont quelques chiffres, c'est plus de 60 ans d'expérience dans le développement d'outils et de tests d'évaluation et de certification. Il y a plus de 3200 employés qui travaillent chez ETS, dont la majorité des chercheurs. Concernant les tests TOEIC, on administre et on score 7 millions de tests tous les ans. Et ces tests sont utilisés dans plus de 150 pays. Donc, en France, on est plutôt connu pour le test TOEIC Listening and Reading parce qu'aujourd'hui, c'est le plus demandé sur le marché. Mais nous avons le test TOEIC Speak and Writing qui va évaluer la compréhension, l'expression orale et l'expression écrite, qui sont donc des compétences productives. Le test TOEIC Speaking and Writing dure en totalité 1h20. Il est administré sur ordinateur dans des conditions d'administration qui sont spécifiques et standardisées. Donc, tous nos centres sont audités et nous choisissons de travailler avec des centres qui sont en capacité de répondre à tous les prérequis que nous avons pour ces centres de test.
Donc la partie speaking qui dure 20 minutes avec un total de 11 tasks, comme on les appelle, ou d'activités, et qui va donc être noté sur un score de 200 points, donc qui va évaluer les compétences d'expression orale des candidats. Ce test peut être passé séparément et pas obligatoirement avec la compétence writing qui, elle, dure 1 heure et compte un total de 8 tasks, donc 8 activités, et donc est évalué sur 1 heure. Donc, si on rentre un petit peu plus spécifiquement dans ce test, donc la partie speaking, vous allez avoir différents types de tasks. On va avoir les 2 premières tâches, donc vous allez devoir lire un texte à l'oral, donc on va venir évaluer votre prononciation, l'intonation, éventuellement le stress que vous allez mettre dans cette partie-là. La 3e task, on est sur du descriptif de photos. Donc, on va venir évaluer, en plus de la prononciation, de l'intonation et du stress, le niveau de grammaire, le vocabulaire et la cohésion aussi dans le descriptif. Les 6 tasks suivantes sont des tasks intégrés, ce qu'on appelle des integrated tasks. Donc, vous allez avoir des passages à lire, des choses à écouter et des questions, et donc vous allez devoir réagir donc après avoir lu le texte et écouter ce passage court. Donc, on va aussi venir évaluer la grammaire, le vocabulaire, la cohésion et la capacité qu'a le candidat à faire le lien entre la partie lue et la partie écoutée. Les 2 dernières questions de cette partie speaking. Donc, vous allez avoir l'écoute d'un passage et vous allez devoir proposer une solution. Je me suis fait voler ma carte bancaire ou un autre type de scénario et vous allez devoir apporter votre solution. Sur la partie writing, donc nous sommes sur un total de 8 tasks. Sur les 5 premières, donc on va vous demander d'écrire des phrases pour décrire des images. On va venir là, dans ces exercices-là, évaluer vos notions de grammaire, la pertinence aussi des phrases que vous écrivez par rapport aux images. Les 2 tâches suivantes, donc vous allez devoir lire un email et y apporter une réponse. On va aller juger la qualité, la variété des phrases et du vocabulaire que vous allez utiliser et aussi l'organisation de vos idées. C'est-à-dire que vous êtes censé avoir une certaine organisation pour répondre à l'email et on va venir aussi évaluer ce point-là. Et la dernière task, donc, c'est écrire un essai. Donc, on est vraiment sur le style essai en réponse à une question où on va vous demander de statuer, d'expliquer et de soutenir en fait votre point de vue. Donc, ce test va évaluer l'anglais dans la vie quotidienne et au sein de l'entreprise, ce qu'on appelle le Global Workplace. Après, Andrew voulait que je vous parle un petit peu de la vie des évaluateurs chez ETS. Donc, on part du postulat chez ETS que le comportement des correcteurs peut être contrôlé parce qu'ils peuvent avoir des biais qui vont venir influencer leur notation. Et on part aussi du principe qu'avoir une multitude de notations indépendantes vont permettre de produire une image beaucoup plus fiable des compétences du candidat. Je veux dire par là que chaque question, en fait, les correcteurs ne vont pas corriger un test en entier. Ils seront spécialisés sur une question. Vous aurez déjà sur le test que vous allez passer 2 correcteurs qui vont corriger chacune de vos questions, donc qui seront des correcteurs différents. Il y a un leader qui, à partir du moment où il y a 2 points d'écart, va venir voir qu'est-ce qui se passe et va statuer sur la note à donner. Les correcteurs n'ont de vous que votre voix. On ne sait pas si vous êtes un homme, une femme, petit, grand, de quelle nationalité. Donc, il n'y a pas de
Il n'y a pas de jugement, aussi bien positif ou négatif, par rapport à la personne qui passe le test. Ces correcteurs sont formés. Ils sont calibrés tous les jours. On ne permet pas à un correcteur de corriger, de faire son boulot, s'il est jugé ne pas être en capacité de le faire. Si vous avez un correcteur qui travaille sur la question 6 de la partie writing et que l'après-midi, il passe à la question 8 du writing, il aura un test de calibrage avant de pouvoir commencer à travailler sur la question 8 parce qu'on part du principe que ce qui est demandé dans la question, ce qui est évalué, n'est pas la même chose que la question précédente qu'il aura corrigée le matin. C'est quoi un calibrage en fait, alors, grosso modo, sur la partie de la correction des tests, donc quand on développe des questions, on va donner un benchmark de réponses, on va donner des réponses types, on va venir aussi donner des explications extrêmement détaillées sur les compétences que l'on doit évaluer dans telle ou telle question. Et donc, effectivement, on va s'assurer que la personne est en capacité de travailler, a bien compris ce qu'il est censé faire. S'il a pris une semaine de vacances ou qu'il n'a pas travaillé pendant 2 jours pour X et Y raison, on va s'assurer qu'il est en capacité de le faire. Ou s'il a travaillé sur la question 1 et 3 les 2 jours précédents, eh ben, on va partir du principe qu'on va voir s'il est en capacité de passer à la correction et à la notation d'une autre question. D'accord, ok. Donc, juste 2-3 questions. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi en fait à ETS de ne pas faire des tests d'interaction orale synchrone, mais plutôt de les faire en asynchrone, en décalé? Alors, ça fait vraiment partie des valeurs d'ETS d'être sur donc les 3 valeurs qui définissent tout le travail et tout le développement et toute la recherche d'ETS, c'est l'équité, la fiabilité et la validité. En termes d'équité, quand on est humain, on va forcément avoir on va dire des choses qui sont pas matérielles, qui vont venir, donc on appelle l'empathie, la sympathie, qui vont venir influencer notre vision des choses. Oui, c'est ce qu'on appelle ça le piège affectif. Exactement. Linguistique. C'est ça. Et on a donc du coup on va éviter tout ce contact humain qui va venir du coup biaiser l'évaluation. On part du principe aussi qu'un correcteur va corriger une question spécifique parce qu'il ne prendra pas en compte ce qui a été produit avant, par exemple. J'ai ma collègue qui gère le TOEFL, donc Yana Berkowitz, qui effectivement explique qu'on peut avoir cet effet halo qui peut être aussi bien positif ou négatif, que la première question va donner une idée de ce qui devrait suivre par la suite. Si la réponse est superbe parce que le thème est connu et maîtrisé par le candidat et que les questions d'après sont un peu moins bien répondues, le correcteur va garder cette image positive du candidat et c'est aussi valable pour l'inverse. Si la première question est ratée parce qu'on tombe sur un sujet qu'on ne maîtrise pas et que les questions d'après sont bonnes, ça peut aussi entrer en jeu de compte. C'est comme dans la vie de tous les jours. On vous dit quand on va à un entretien, les 30 premières secondes sont décisives ou que vous donnez l'image que retiendra de vous la personne que vous avez en face, c'est les 30 premières secondes. Oui, donc tout ça est fait pour éliminer le biais, en fait. Hein? Exactement. C'est très bien. Tu as dû faire beaucoup de tests, Fadia. Je ne l'ai pas encore fait en chinois, c'est ma langue maternelle, mais je devrais peut-être m'y mettre un jour quand même. Alors, une question. D'après ce que j'ai compris, en fait, le listening and reading a été, ça a été le plus gros volume chez ETS, en particulier en France. Le speaking and writing a été un petit peu négligé. À quoi l'attribuez-vous?
On l'attribue, je pense principalement à la demande du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand ce qu'on appelle un score user, donc un utilisateur de résultats d'un test TOEIC listening and reading, s'il ne souhaite qu'avoir un listening and reading et qu'il ne demande pas l'évaluation des autres compétences, les candidats ou les organismes de formation, les écoles ne feront pas passer autre chose. Moi, j'ai envie d'avoir une interprétation un peu plus culturelle. Je pense qu'on est dans un pays où, à partir du moment où on ne maîtrise pas une langue correctement, on n'ose pas l'utiliser. Et je pense que c'est dommage parce qu'on le voit, des gens peuvent suivre des cours, ont eu des cours d'anglais par exemple jusqu'à au moins le baccalauréat et éventuellement par la suite. Donc il y a du niveau, il y a un certain nombre d'années d'enseignement, mais on se dit comme je maîtrise pas, je vais peut-être pas m'avancer et je vais éviter de passer un test pour le valoriser. Donc, je pense qu'ils ont aussi peur d'un résultat, parce qu'en fait, le test n'est pas là pour dire vous avez raté, vous avez réussi, il va donner vraiment la photographie de vos compétences. Et c'est cette photographie, elle peut être le point de départ pour une formation, elle peut nous dire est-ce qu'on a le niveau ou pas pour suivre telle ou telle formation, pour avoir tel ou tel poste. Donc, tant qu'il n'est pas demandé, on a du mal à le faire passer. Donc, on a certains établissements, je travaille beaucoup avec l'académique sur des masters spécialisés ou des masters qui sont totalement en anglais ou partiellement. Certains vont dire on prend du TOEFL parce qu'on veut prendre du TOEFL, et d'autres qui vont dire nous on préfère avoir le TOEIC listening and reading et le speaking and writing d'un côté. On a quelques centres en région parisienne, les sessions sont assez remplies, mais les candidats ont toujours une bonne raison de venir passer ce test. Et s'ils n'ont pas la bonne raison, ils ne le passent pas tout simplement. D'accord. OK. Donc, on va en fait faire la transition vers le crosstalk. Donc, si vous pouvez mettre tous vos caméras et on va enchaîner assez rapidement. Merci beaucoup, Fadila. De rien. Éclairage, ça m'a beaucoup intéressé de connaître le speaking and writing mieux. Donc, on va commencer un petit peu. Alors, les autres, vous pouvez mettre vos caméras. Est-ce que vous pouvez mettre, est-ce qu'on peut vous voir, Sylvie et Lawrence? Voilà, Sylvie. Donc, on attend Lawrence. Voilà, Lawrence. Bon, on va attendre qu'il arrive. Charlotte, si tu peux lui envoyer un message. No, I'm here. It's just I'm going to stay off the video. I'm afraid my connection's not very good. Ma connexion est mauvaise. Je suis désolé, Andrew. Donc, je vais, si vous me permettez, rester juste à l'audio, puisque je pense que ça va peut-être améliorer la possibilité de vous parler. D'accord, ok. Oui, on a vu qu'au début, en fait, il y avait un peu de friture. Ok, on va commencer par une question qui était un peu l'objet de ce webinaire, parce qu'on arrive à la situation aujourd'hui. Donc, on a un foisonnement de différents tests qui arrivent et en même temps, on a, comme dans tous les métiers, le big data et l'intelligence artificielle qui commencent vraiment à faire leur marque, à disrupter, comme on dit, les différentes professions. Et aujourd'hui, vraiment, on commence à sentir enfin que ça arrive dans l'évaluation linguistique, mais de manière sérieuse. Et ça m'a toujours interpellé. Je me suis toujours posé la question comment un logiciel peut comprendre un discours, que ce qui soit écrit ou parlé, alors qu'en fait, il comprend rien. Il comprend pas la syntaxe, il comprend pas. Enfin, il peut voir des modèles, mais il n'est pas capable de comprendre le sens. Mais en même temps, il y a des choses assez étonnantes. Donc, on va demander aux participants qui ont tous un petit peu une expérience de ça ou une connaissance de donner leur point de vue là-dessus. Donc, on va commencer, Fadila. Chez ETS, quelle est votre position sur
ces avancées et est-ce que à la fin, est-ce que vous pensez qu'on va terminer de ne plus avoir d'évaluateurs humains? Alors c'est vraiment une question extrêmement difficile. Aujourd'hui, sur le test TOEFL, sur la partie expression écrite, on a déjà un outil qui s'appelle eRater qui gère la correction des essais. C'est plutôt un outil qui est utilisé dans l'amélioration de la rédaction d'essais pour des étudiants. Donc, c'est des choses qui existent. Après, est-ce que dans 2 ans, dans 5 ans, tous nos tests seront évalués par une intelligence artificielle? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Je pense que l'objectif de notre maison mère ETS, c'est d'avoir des produits qui soient de qualité. Donc, tous les tests sont développés de telle manière qu'il y a de la recherche derrière, il y a des chercheurs qui sont, dont c'est le job, qui développent des. Et je pense que de toute façon, le jour où on sera prêt, peut-être qu'on ira dans cette direction-là. Mais aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour le dire. Oui, parce qu'on voit effectivement, on voit on a déjà vu certains logiciels comme Versant de Pearson, par exemple, qui évaluent tout, les 4 compétences, ou EKW que j'ai utilisé, qui évalue les 4 compétences avec, je dirais, des fortunes diverses, hein, mais qui évalue les 4 compétences de manière entièrement automatique. Je ne suis pas convaincu moi-même qu'aujourd'hui on est dans une situation où on peut faire ça, mais ça m'intéresse beaucoup de connaître votre point de vue. Lawrence, quelle est la position de Leveltel là-dessus? Quel est ce que vous concevez est-ce que vous allez aller dans ce sens-là ou pas? Oui. Bon, vous pensez bien que à partir du moment. Allô? Vous pensez bien qu'un test qui est d'abord met en avant, on va dire, l'échange et l'interréaction, on va dire, entre humains. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, c'est très mauvais. Je suis peut-être. Vous m'entendez là ou pas? Oui, désolé. En fait, il faut le dire, Laurent, c'est très loin. C'est mauvais ou vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Ok, je vais continuer. Oui. Bon, je disais, j'espère que vous m'entendez, que vous pensez bien qu'on met bien sûr l'aspect humain et l'importance de l'humain dans l'interaction en amont. Forcément, c'est le plus important, c'est ce qui fait un peu notre différence, on va dire, quand il s'agit de mettre l'accent sur la qualité de l'échange, l'interactivité et l'interaction. Maintenant, on voit bien que les évolutions numériques rendent possible ce qu'on peut appeler l'assemblage des modules et des modalités différentes d'évaluation. Donc moi, je vois avec un œil plutôt optimiste cette capacité, à l'instar d'ailleurs de ce que nous avons fait avec Bright pour Bliss et 5 stars, l'assemblage des tests qui sont excellents les uns les autres, mais les mettre ensemble pour avoir une image complète des compétences d'un candidat. Et après, c'est au bon escient, c'est au choix, on va dire, du commanditaire, justement du département de services de ressources humaines, par exemple, qui veut peut-être qui s'interroge sur la capacité à l'oral ou peut-être non, plus à l'écrit, de décider justement la modalité qu'il veut utiliser. Mais à partir du moment où il s'agit d'une vraie interaction dans un contexte opérationnel où le lendemain, la personne doit être performante à faire telle ou telle chose, à moins qu'il travaille tout le temps avec des algorithmes, je pense qu'on va toujours dépendre quand même
à la fin de la chaîne d'un humain pour prendre la décision. Donc ça, c'est, on va dire, global. Après, dans la réforme, il y a des pressions tarifaires. Il faut se soumettre. Qui aura les moyens de mettre, j'en sais rien, 100 ou 150 euros maintenant dans une évaluation si finalement il n'a que 500 à utiliser dans son, on va dire, dans son budget. Donc voilà. Donc je pense que c'est la pression tarifaire de la réforme qui va faire peut-être plus la part des choses que proprement dit les avancées technologiques numériques. Oui, je pense que c'est juste, effectivement. Pour l'instant, on voit difficilement, enfin, on voit que on peut enregistrer quelqu'un et puis on peut faire un étalonnage avec l'intelligence artificielle qui donne une idée du débit, du choix de vocabulaire, etc., mais qui ne va pas dans le sens, mais dans un échange entre deux individus. Je pense que pour l'instant, on est loin. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Parce que je pense que tu as de l'expérience, c'est ça? Alors oui, l'expérience étant travaillant beaucoup sur les diplômes Cambridge et puis en évaluation beaucoup avec Cambridge, on a assisté à un séminaire de formation au mois de septembre et un lancement aussi de LinguaSkill et on nous a présenté effectivement, alors pas du tout pour le speaking, mais en tous les cas pour le writing, quelque chose, et je suis d'accord avec Fadila, on ne peut pas sortir un produit quand il n'a pas été sérieusement étudié avec des équipes compétentes, à la fois des linguistes, des concepteurs, des évaluateurs, et en parallèle des gens, des développeurs, des gens qui travaillent effectivement en psychométrie, des algorithmes. Et puis, tout ce travail se fait sur des années. Alors, pour LinguaSkill Writing, qui est maintenant sur le marché, on est effectivement en auto-marking, mais pas du tout pour le speaking, parce que le speaking va poser d'autres, comme on a dit tous, ça va poser d'autres, j'imagine, d'autres problèmes. Et quand on voit la masse, je parlais de ce scan multidirectionnel qui nous fait évaluer les performances des candidats à la fois en speaking et là pour le coup en writing. Qu'est-ce qu'on évalue en writing? Effectivement, la grammaire, le vocabulaire, mais on a aussi l'organisation du discours, donc les cohesive devices, enfin il y a plein, ce qui lie les paragraphes entre eux, il y a plein de choses. Et il n'y a pas le biais du jugement du contenu aussi. Ce que disait Fadila est très juste, le biais humain. Quand on corrige aussi un écrit, on peut être pas d'accord et se dire, oh là là, non, la formation d'un évaluateur, c'est d'être très, justement, d'avoir cette distance nécessaire. Donc, en tous les cas, là, ce qui s'est passé, il y a eu plus de 10 000 essais qui ont été traités, corrigés par des humains. Et puis, petit à petit, l'algorithme a essayé de se rapprocher de plus en plus. Au début, j'imagine qu'il devait y avoir des écarts énormes, donc ils ont continué à travailler, etc. Et là, effectivement, c'est sorti parce que les évaluations, entre l'évaluation humaine et l'évaluation auto-marking, c'était tout à fait la même chose. Enfin. Et c'est vrai qu'il y a un souci. Alors, vous pouvez retrouver les recherches, elles sont très transparentes avec toutes les équipes animées par des docteurs en neurosciences, etc., les linguistes, etc. Vous pouvez, c'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, les tests majeurs, en tous les cas sur le marché, je pense que vont s'y intéresser. Et ce que disait aussi Lawrence, c'est vrai qu'un test writing ou speaking actuellement nécessite une correction humaine. L'humain, c'est normal, c'est forcément plus cher et je pense qu'il y a une réticence du marché par rapport à ça. Les tests que l'on fait habituellement, que ce soit level tel, que ce soit les speaking de TS ou les speaking du Boulatz voilà, il y a nécessité de payer nos équipes de correcteurs. Et donc là, effectivement, peut-être et j'espère que le marché va se tourner en tous les cas. Moi, je pense que les évaluations du speaking et du writing sont pour moi c'est vraiment important, sont cruciales parce que dans la vie des futurs étudiants, des gens qui travaillent, c'est vrai que c'est une compétence qui est importante et même pour les organismes de formation, ils vont construire des cours et c'est important de connaître ses performances et d'avoir une bonne fiabilité. Donc là, c'est assez abouti, mais pas encore pour le speaking.
C'est apparu. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail de recherche de l'université de Cambridge sur les deux. Est-ce que tu penses que le speaking va à la fin être évalué automatiquement? Ah ben c'est en cours hein, c'est dans les, bien sûr, c'est au même titre que le writing, c'est en cours de recherche et en cours d'aboutissement, mais il ne sera jamais là tant qu'il n'y aura pas vraiment des vérifications entre ce que fait l'humain et ce que fait la machine. Alors après, ce que j'ai compris, oui. C'est qu'en fait, pour Laurence et Fadila, ces technologies-là peuvent être très bien pour assister l'évaluateur, par exemple, en fait, avec les pouvoirs donner une statistique sur le vocabulaire utilisé, sur Sur le writing, ça peut aller plus loin. Sur le speaking, c'est pareil, il y aura une analyse. Mais bon, je pense que déjà, on sait ce que ça a été de travailler sur la reconnaissance vocale, qui est déjà un problème. Oui. Pas encore, on n'y est pas encore. Donc voilà. Alors maintenant, moi, j'attends avec impatience effectivement ces avancées qui sont toujours intéressantes. Néanmoins, ma réserve reste. Nous, je sais que sur certains champs d'action, comme le recrutement, comme il y aura quand même un aspect, et ça je crois qu'on est tous d'accord, l'échange, l'interactivité, ces performances-là. Alors on pourrait tout à fait imaginer de mettre deux candidats ensemble et puis voir comment ils interagissent sur des jeux de rôle. Enfin, on peut aller plus loin sur le speaking. Mais cette interactivité-là, cette cinquième, comme tu l'appelles, cette cinquième compétence, elle est importante aussi. Voilà, c'est passionnant. Alors effectivement, il faudra que l'évaluateur trouve une autre place parce qu'il faut pas que ça supprime non plus du travail. C'est un métier intéressant. Je pense que pour les diplômes, ça restera toujours humain. Je pense au DCL, je pense au CLES, je pense au diplôme de Cambridge. Mais bon, je n'en sais rien. Mais je pense que oui, effectivement, au bout de chaîne, je pense que de toute manière, il y aura toujours des bouts de chaîne. C'est-à-dire que si à un moment on a un doute, l'évaluateur il y aura toujours un évaluateur humain pour statuer. Mais bon, peut-être pas. Enfin voilà. Donc je pense qu'en tous les cas, là, il y a quelque chose de très abouti, de très intéressant, qui effectivement peut répondre à cette réticence du marché actuellement à aller vers les compétences productives parce qu'elles restent quand même plus onéreuses. D'accord. Sylvie, j'ai une question pour vous trois. Hein, là, il y a une chose on a parlé de l'interaction orale, hein, mais il y a aussi l'interaction écrite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai remarqué, hein, en travaillant dans des grandes entreprises, c'est que les gens parlent beaucoup aujourd'hui par chat. Mais oui, l'écrit est important. Nous, on ne peut pas s'en passer. Chat, de la messagerie et tout ça. Alors, est-ce qu'on va aller vers parce que c'est très différent le type d'écrit qu'on fait en chat que ce qu'on fait dans un email, une lettre formelle, etc. C'est de l'interaction comme ça. Est-ce que vous avez c'est très intéressant ce que tu dis là, Andrew, parce qu'effectivement, là, il y a tout. Hello. Oh, Lawrence. He's gone away again. Come back. Non, je disais. Non, je pensais, en fait, la question est très pertinente puisque, en fait, il caractérise cette, comment on peut appeler ça, cette distinction qu'il y a entre un niveau opérationnel, d'accord, c'est-à-dire quelqu'un qui fonctionne, par exemple, très bien dans son travail, et qui est capable, je ne sais pas, d'interagir avec les fournisseurs ou envoyer des mails, et malgré des écueils grammaticaux ou lexicaux, en fait, il est performant dans la limite de ses compétences, et ce qui est nécessaire. Donc, on caractérise, on va dire, son échelle, une espèce de voilà, de presque des termes de référence par rapport à son métier, par rapport à son besoin, et on peut considérer qu'il est tout à fait opérationnel. Et donc, dans ce cas-là, le chatbox ou le fameux
bot chat, un test pourrait être tout à fait conçu qui teste, par exemple, par niveau. Et ça, il me semble que ça pourrait être bien informatisé. Oui, ça c'est quelque chose qui peut-être à terme est le plus facile à caractériser en niveau automatique. Quoique, bien sûr, un échange, une interaction et à l'écrit, surtout quand il s'agit des textes et des espèces de raccourcis qui sont plus ou moins courants maintenant, est tout à fait accepté. Pour les puristes parmi nous, on est bien sûr scandalisés par les écarts qui peuvent exister. You avec un U. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, mais c'est vrai que tu lèves là justement un peu le nerf de la guerre en la notion des puristes sur laquelle effectivement on peut pencher. Quel est le globish? On revient en anglais au globish, c'est-à-dire avec 600 mots, je peux m'exprimer plus ou moins bien. Je manque de nuances et de couleurs, mais je peux être efficace. Voilà. D'accord. Ok, une autre question avant qu'on passe. Juste ta question rebondit. Je pense qu'il faut distinguer les tests standardisés avec quelque chose de tronc commun, effectivement, de thématiques sur les évaluations, sur des compétences transversales. Je pense qu'il restera quand même ce que j'appelle moi mes évaluations, par exemple, sur mesure. Je crois que c'est important, effectivement, de travailler plus sur ce que évoquait Lawrence, le situationnel, et effectivement être au plus près du besoin de l'apprenant. C'est très différent de par exemple, faire des audits pour lancer des plans de formation, pour lancer des cours, où là, effectivement, on a besoin quand même d'évaluer la personne sur ses objectifs et faire des groupes aussi sur des objectifs, avec des personnes qui ont des objectifs communs professionnels, et puis à peu près qui soient quand même de compétences linguistiques quand même proches. Après, il y a effectivement l'évaluation, la certification, elle a d'autres fins. Elle est post-formation, par exemple pour le CPF, pour les candidats ingénieurs, pour le recrutement, etc. Elle peut être effectivement en amont, en aval. Mais je crois je pense qu'il y aura toujours, ce que je crois, la nécessité est faite par des professionnels, des gens qui savent faire, des conceptions de tests. Alors effectivement, peut-être l'intelligence artificielle ou l'informatisation va peut-être nous permettre de rentrer des données, je ne sais pas, pour concevoir des sujets écrits ou des scénarios oraux, pourquoi pas, hein. On pourra peut-être rentrer des caractéristiques, on peut certainement aller plus loin. Mais je pense qu'il faut pouvoir évaluer les personnes dans leur contexte de routine, mais aussi dans des contextes de mise en danger. Parce que un professionnel, à l'écrit, quelquefois, il doit répondre à des choses qui sont moins dans sa zone de confort. Voilà. Donc, effectivement, c'est la performance face à une tâche, une situation particulière. Ok. On va passer à une autre question. Très vite, on passera aux questions du… on a beaucoup de questions, Charlotte? Nous avons 2 questions. 2 questions, ok. Bon, je vais poser une des miennes avant, et puis on posera les 2 autres, d'accord? Donc, première, la question pour moi, c'est… on a la réforme de la formation professionnelle qui arrive, donc sur laquelle on est tous en train de bosser, et essayer de comprendre de quoi il s'agit et quel sera son impact futur. Il y a au niveau ce qu'on a vu en double coup, c'est que la monétisation, elle se fait à un chiffre assez bas, à 15 €, et non seulement ça, mais elle se fait à 15 € de TTC. Pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, les OPCA continuent, ou les OPCO, hein, comme ils deviennent après avril, toujours le hors-taxe pour les 15 €, mais dans la conversion des anciens crédits, DIF et CPF, mais en fait, la Caisse des dépôts a très clairement indiqué que les 15 € à partir du moment où l'appli va commencer, va être 15 € de TTC. Donc, ça veut dire on n'est plus du tout à 500 € par an, ce qui était déjà pas très très lourd. On est à 412, 417. Donc, on est déjà, il y a déjà très peu pour une personne. Il faudra qu'elle attende 3 ans pour pouvoir lancer un parcours de 20 heures ou de 40 heures en blended, par exemple. Hein. Donc,
là, le poids de la certification et son prix devient très important. Comment vous réagissez par rapport à ça? Comment vous pensez vous adapter? Fadila, je vais te poser la question en premier. Alors, par rapport à cette réforme, je pense qu'on est encore en attente. Donc, effectivement, les heures que l'on avait ont été valorisées à 15 €. À partir de la suite, donc, on aura un montant fixe qui nous sera versé. Je pense qu'il va falloir réinventer son offre. C'est inéluctable. Il va falloir qu'on revoie peut-être des tarifications. Il faut peut-être aussi que les centres de formation revoient les parcours. Ça va être compliqué. C'est surtout très compliqué en ce moment parce qu'on n'a pas encore d'infos, ou les infos qu'on a, on attend des confirmations, on attend des nouveautés. Et tant qu'on n'a pas la palette complète de l'information et de ce qui va être fait par la Caisse des dépôts, c'est compliqué de réagir. Donc, à part émettre des hypothèses et se dire, mon nez me dit que ça va aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là, il faut attendre un petit peu, mais après, il va falloir être extrêmement réactif pour pouvoir réagir une fois qu'on aura les infos. Oui. Effectivement, pour l'instant, on est obligé de mettre en place ou de créer des offres qui sont temporaires parce qu'elles sont basées sur les critères des OPCO qui sont, alors là, plus divers que ça, tu meurs. Il y en a qui sont sur le forfait, il y en a qui sont sur l'heure, il y en a qui sont sur les deux. Et toujours très différents. Donc, mais ça va durer en principe jusqu'à novembre. Et ensuite, tout change. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué de le voir maintenant, mais effectivement, lorsque la certification va compter pour un quart du parcours, effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Sur le changement d'offre, ça va être inéluctable. Je crois qu'il fallait les organismes de formation vont devoir le DIF a un peu encouragé beaucoup les formations individuelles. On est beaucoup dans le cours individuel. Moi, je vois dans les plans de formation que je prépare pour les entreprises qui vont après dérouler avec les partenaires de formation de l'entreprise, on essaie d'avoir à peu près quand même 70% des formations collectives. Alors ça, appliqué au marché, je pense qu'il doit y avoir, il faut qu'il y ait une offre collective, c'est-à-dire alors de l'interentreprise, je sais pas, pour qu'effectivement ces 500 € multipliés par 8 candidats fassent un volume d'heures, parce que 500 €, c'est autant ne rien faire, et même attendre 2 ans, ça va faire 20 heures, je sais pas. Enfin, les langues, on sait que c'est du temps. Il faut quand même des heures, donc je ne vois pas d'autre solution que d'être assez astucieux pour effectivement faire changer son offre. Nous, par exemple, si on prépare des candidats à des diplômes ou des examens, c'est clair qu'avant on pouvait avoir effectivement des demandes individuelles, mais il va falloir qu'on ait un catalogue et avec nos centres de préparation aussi qui préparent les candidats, un centre partenaire, qui ait une offre claire et visible. Après tout, le candidat qui choisit son CPF, d'abord il choisit un test, c'est quand même bizarre, il choisit pas une formation, il devrait voir déjà quelle formation il peut choisir. Dans le cas, j'espère que là ce sera beaucoup plus clair. On ne va pas rentrer dans une formation par le nom d'un test, mais choisir une formation et un parcours. Et alors effectivement, après, c'est aux entreprises parce qu'un organisme de formation ne va pas faire que du 18h, 20h, du 20h, 22h, du temps de travail, à l'heure du midi. Donc, il va falloir aussi que les entreprises, il y ait des accords pour qu'effectivement les gens puissent sortir de l'entreprise pour pouvoir suivre cette formation. Parce que même si c'est dans le CPF, c'est toujours dans l'intérêt de l'entreprise, même s'il n'y a plus de plan de formation pour les grosses, ça reste dans l'intérêt de l'entreprise de continuer de former. Voilà. Merci. Donc, on va passer aux questions du public parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, 1 minute. Donc, pour les 2 questions, Charlotte, tu peux nous les dire et pour qui c'est, ou sinon on va le poser aux participants.
Alors, je pense que ça peut être pour tous les participants. Donc, c'est la même personne qui pose les deux questions. Donc, la première, c'est est-ce qu'on peut vraiment évaluer la production de l'oral d'une manière objective? Yes. Donc, je ne pense pas que ce soit une question qui ait une réponse d'1 minute, mais… Oui. On va comment? Alors, c'est le tour de Lawrence. Lawrence, qu'est-ce que tu réponds? Rapidement, hein? Lawrence? Hello, Lawrence? Are you there? Yeah, sorry, I didn't hear. J'ai pas entendu la question. Ah, ok. Oui, La I'm question, here. c'est est-ce qu'on peut vraiment évaluer la Can you hear me? production Can you hear de me? l'oral d'une manière objective? Tu as entendu? Est-ce qu'on peut, évaluer la production orale de manière objective? Tu as entendu, Lawrence? Ah, mais, oui, tout à fait. Excellente question. Excellente question. Le tout, c'est de la façon dont on gère la subjectivité, si on peut dire ça. C'est plus dans la notion de si on prend comme point de départ que de toute façon, dans tout échange, une interaction, il y a un part de subjectif. D'ailleurs, Fadila l'a bien dit. On peut être tout à fait influencé par les premières 30 secondes d'un échange. Et il est vrai aussi dans la vie courante que la même chose est vraie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un test opérationnel, il prend en compte la nécessité d'évaluer la part de subjectivité dans cette évaluation. Et donc, du coup, l'étonnement, c'est ça. D'accord, je continue. Et donc, c'est juste pour dire que dans la neutralité, parce qu'il s'agit plus de parler de neutralité face à l'inévitable subjectivité d'un échange, la neutralité passe par 2 ou 3 petites astuces, donc un petit protocole qui, malgré un départ très bien ou malgré un fin d'échange un peu difficile, on reste juste parce qu'on donne toujours l'occasion de revenir sur la fameuse idée de l'entonnoir, c'est-à-dire que je peaufine et une partie de ça, c'est qu'il y en a certains qui commencent fort, il y a d'autres qui finissent fort. Donc oui, je pense que la réponse est oui, à partir du moment où on prend pour sérieux le fait que la subjectivité est forcément fait partie de n'importe quel échange humain, dans n'importe quel contexte. D'accord, merci. Alors, on va aller à la dernière question parce qu'il est déjà 14h02. Juste sur la subjectivité, si on est formé, si on est vraiment formé à l'évaluation, à ces critères, c'est quelque chose qui vraiment élimine ça parce que les grilles sont tellement strictes, etc. Et qu'on essaie au mieux, c'est toujours vraiment de s'écarter, de s'éloigner de cette subjectivité. Ça, c'est très important. Et je pense que, bon, elle n'en reste pas moins sur 5 ou 10% des cas peut-être, mais si on est vraiment formé à l'évaluation, à la certification, et c'est vraiment difficile, hein, mais c'est vraiment ça calibrer, c'est vraiment important, voilà. Et puis après, je dirais que les résultats aussi, c'est l'évaluateur, s'il est bien formé, normalement, c'est bien, il est le plus objectif possible, suit ses critères. Mais après, on a la fiabilité de l'évaluation par rapport au candidat. Un candidat, il faut savoir aussi dans quel état il était, de timidité, il n'était pas bien, etc. Il y a aussi des facteurs de pondération humaine, hein, quand même. D'accord. OK. Donc, Charlotte, juste la dernière question alors. La dernière question est, les évaluations en ligne peuvent-elles vraiment nous donner des indices pertinents sur l'apprentissage de l'apprenant? Dans le processus d'apprentissage, comment on peut évaluer la progression, enfin l'évolution? Je pense que c'est ça le sens de la question. Avoir des indices pertinents sur l'apprentissage, sur l'évolution du niveau du candidat, du stagiaire. Alors, on peut peut-être, je vais peut-être répondre un petit peu moi-même là-dessus. Oui, donc il y a différents types de tests, hein. On parle des tests de positionnement, des tests de placement qui vont évaluer en gros quelles sont les compétences de la personne, où elle en est, quel niveau elle a, quelles compétences elle mobilise bien ou pas, quelle performance elle a dans cette mobilisation des compétences. Et il y a des tests
on peut les appeler formatifs, qui suivent l'apprenant et qui valident au fur et à mesure les acquis qu'il a. Hein. Donc, c'est un type différent de test qui est très lié à la formation elle-même. On ne peut pas tellement les confondre. Moi, je trouve qu'il faudrait les deux. Il faut les deux. Il faut pouvoir avoir un benchmark très solide, très bien fait, que font les certificateurs et qui permettent de vraiment caler le niveau et savoir où est la personne. Mais ensuite, au fur et à mesure du parcours, pour moi, il doit y avoir une évaluation permanente, continue, qui fait que constamment, on est en train d'évaluer ce qu'on a appris, ce qu'on a acquis. Est-ce que c'est acquis, c'est partiellement acquis? Est-ce que la personne est capable de le faire ou pas? Donc, au fur et à mesure. Et à la fin, en fait, vous avez même pas besoin du même test qu'au début, mais simplement, vous avez évalué au fur et à mesure, vous avez acquis les compétences, et là, vous pouvez comparer ce que la personne avait au départ, puisque vous avez testé ça au départ, ce que la personne a à la fin. Là, le problème, c'est que ces tests-là doivent être extrêmement personnalisés par rapport au parcours. Et donc, là, vous venez, si je peux me permettre, vous venez de décrire une formation explicite, là. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous faites d'ailleurs, j'ai une fille qui est à l'université et justement il y a une fille maintenant qui est en dernier parcours de baccalauréat et il y a des réformes dans le baccalauréat et on va partir sur l'évaluation continue. Et justement pour cette raison-là, c'est que les indices en fin de parcours sont très difficiles à être global et incluants. Et effectivement, une formation qui est capable de vous donner une espèce de tableau de bord continu sur l'évolution des compétences, l'acquisition de compétences est un élément très important qui doit être conjugué forcément à la fin avec une évaluation en sortie de formation, suivie, que sais-je, par un Kirkpatrick ou comme il s'appelait l'autre là, avec une évaluation à fois quelques temps plus tard. Donc, c'est vrai que là, on est sur le terrain des véritables apports, peut-être en dehors du cadre, peut-être strictement CPF, c'est plus au niveau plan de formation. Oui, aujourd'hui, on a parlé surtout des tests qui étalonnent, les tests de positionnement, etc. On n'a pas tellement parlé des tests formatifs. Ce sera effectivement l'objet de notre webinaire, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, il y a des sociétés qui ont développé des systèmes d'évaluation continue qui permettent vraiment de benchmarker. Et je pense que c'est très important pour le futur, qui permettent de dire est-ce que l'apprentissage a été efficace, hein? Après, est-ce qu'il a réussi à avoir un impact sur le travail? C'est une autre histoire. Hein. Mais effectivement, on peut déjà… Vas-y, Fadila. Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, à partir du moment où on veut évaluer quelque chose, il faut un point de départ et un point d'arrivée et qu'on reste sur le même standard. Et il y a effectivement un moment où si on a envie de savoir si la formation a apporté quelque chose à l'apprenant, il faut prendre un point de départ et un point d'arrivée et voir si effectivement l'apprenant a appris quelque chose et toujours par rapport à ses objectifs de formation qu'il a définis en amont. Tout à fait. Sur ce sujet, je peux prendre la parole, je ne veux pas… sur ce sujet, quand on fait effectivement un test, comme le dit Fadila, en début de formation, en fin de formation, ce que nous, on fait beaucoup pour analyser les retours sur investissement, etc., des plans de formation, je dis toujours, quand on prépare un match de tennis, on fait du tennis, on apprend des techniques, voilà, on évolue aussi dans la technique. Quand on fait une formation, moi, ce que je vois, même si on va prendre un test, je dirais, reconnu, standard, on voit une progression. Et donc, il n'y a pas de raison. Enfin, on fait pas autre chose quand même que de la langue, hein, alors dans un cadre différent. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec toi, Andrew, c'est qu'il est aussi très important de donner une expérience positive à, par exemple, quelqu'un qui fait un cours en B1, qui n'est pas un niveau forcément, qui est le premier niveau de l'indépendance. Hein. C'est important que durant son parcours,
on lui montre qu'effectivement, il a bien travaillé, qu'il a bien acquis tout ce qu'on lui a donné, même s'il n'aura pas plus de B1 forcément à son test. Et il faut vraiment que le formateur l'accompagne au sein de son niveau et puis effectivement évalue sa performance sur le travail, enfin, et l'impact sur le travail, ça demande en analyse, mais en général, il faut que lui, il ait conscience d'un retour du bien que ça lui a fait sur son travail. Mais de toute manière, je pense que quel que soit le test, si on a bossé dans une formation, forcément, ça se ressentira sur le test. Ok, bon, je pense que c'est la mot de la fin. Hein. Merci beaucoup à tous, hein, et même à l'homme invisible là-bas. Hein. Oui, au revoir. Au revoir à tous. Bon, ça a été un vrai plaisir. Merci beaucoup de vos efforts et de votre temps. Et puis, à la prochaine. Hein. Merci beaucoup. Pour ceux qui le souhaiteraient, on mettra la vidéo du webinaire sur notre site internet. Donc, on vous enverra le lien pour si vous souhaitez regarder à nouveau le webinaire ou alors le faire regarder à des personnes autour de vous. D'accord. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Andrew. Merci Charlotte.